Bien sûr que ça m'étonne parce qu'en fait, je pensais même pas que ça allait m'arriver une fois dans ma vie de toucher du doigt un succès comme ça. Mais en fait, je me dis, c'est tellement mérité. C'est tellement mérité. Il y a aucun film de ma filmo qui méritait autant. Qu'est-ce que ça veut dire la notoriété, quoi? C'est, ouais, on t'a plus ou moins vu à la télé, mais on sait pas trop. Ça aussi, je l'ai relativisé très tôt. Je me suis même demandé très vite, mais comment on peut prendre la grosse tête? J'ai signé plusieurs fois des DVD de Tout ce qui brille à la place de Leïla. Enfin, vraiment, franchement, c'était pas trop con. Tu relativises un peu, tu gagnes en humilité quand même. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine. Tu verras, quand tu seras bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres et tout ça, des trucs un peu comme ça, psychologie de comptoir. Mais j'y crois vachement, en fait, aujourd'hui. Quand on s'aime et qu'on est OK avec ce qu'on est, parfois, comme là, tu vois, j'en dis trop. Parfois, je suis trop intense. Parfois, mais en même temps, c'est ce que je suis, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Soyez les bienvenus. Vous l'avez connue en standardiste antipathique dans Working Girls, en infirmière radicalisée dans le bureau des légendes, en jeune interne débordée dans Hippocrate, ou encore en éducatrice spécialisée touchante dans Un petit truc en plus. Mon invité a su vous émouvoir autant que vous faire rire. Au grand, comme un petit écran, mais c'est sur les planches qu'elle a commencé, un peu par hasard, à Avignon, là où elle a grandi. Son évolution, son regard sur le cinéma d'aujourd'hui, ses inspirations, ses aspirations, elle revient avec nous sur son parcours, le temps d'une pause. Bonjour, Alice Belaïdi. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Oui. Ouais. C'est ça, on voit un sourire qui... Je peux pas avoir difficilement un sourire plus... Je suis plutôt très souriante comme fille déjà, même quand ça va pas. Mais, c'est ça ouais, ça va plutôt très bien en ce moment. Ouais. T'es plutôt un adepte de la méthode Coué, toi? C'est-à-dire que même quand ça va pas bien, tu... Je sais pas, même pas, je le conscientise pas forcément. J'ai toujours été une rieuse, j'ai toujours eu un grand sourire. Mes sœurs m'appelaient le Joker quand j'étais petite parce que j'avais un grand sourire. C'est ça, voilà, hein, on le voit, hein, t'as un énorme sourire. J'ai un grand sourire. Ouais. Ah, c'est génial. Donc on va commencer où tout a justement débuté. Toi, t'es pas né à Avignon, t'es né à Nîmes, ouais. Mais t'as grandi avec la famille à Avignon. Ouais, mes parents vivaient à Vers, un petit village à côté d'Uzès. Donc je suis née à Nîmes, mais très vite, ils sont partis un petit peu à La Rochelle, 2-3 ans, mais je m'en souviens pas, j'étais vraiment gosse. Alors là, c'est loin, La Rochelle, ouais. là, c'était la... Parce que ma mère est de Charente-Maritime, donc ils avaient envie, ils se sont dit, allez, on bouge du sud, et puis en fait, ça n'a pas tenu du tout. Ils sont redescendus, donc j'ai grandi à Avignon. Ouais. Une maman qui était responsable... Du centre culturel de la Barbière, ouais. Et ton Barbière qui est un quartier... C'est un quartier d'Avignon. Ouais. Ton papa, lui, était maçon. Ouais. T'avais deux grandes sœurs qui sont pour le coup très grandes, puisqu'elles ont 8 ou 10 ans de plus que toi. Ouais. Tu te souviens de quoi de ton enfance, toi? C'est quoi les... T'étais heureuse? Oui, de plein de choses. De toute façon, quand t'es enfant, tu prends ce qu'on te donne. Donc, j'étais un peu frustrée parce que pauvre. Voilà, mais bon... Pauvre comme mes voisins, comme mes cousines, comme mes copines d'école, comme tout le monde, en fait. Donc, au final, c'était pas... J'étais pas Victor Hugo au milieu des bourgeois, complètement en décalage. Donc, mais quand même, très vite, j'étais frustrée. J'avais envie de gagner de la thune pour me sentir libre, de voyager, de faire des choses. Enfin, quand tu dis très jeune, c'est très jeune, quand même. Ouais, jeune, ouais. C'est quoi? C'est 12 ans, 13 ans? T'allais tracter? Oui, très même. J'ai revu des professeurs du collège, hein, où quand tu mets tes vœux, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Moi, j'étais sûre que j'allais réussir ma vie. Je m'en souviens même pas. Mes sœurs aussi me le disent souvent. Ma sœur Célia, ma sœur cadette, m'a dit il y a pas longtemps, mais tu te souviens pas que tu nous disais que toi, t'aurais jamais de patron et tout? Je disais, bah non. J'avais déjà cette certitude de... Donc ouais, j'avais envie d'être libre et Mais ça passait aussi par ça, quoi. C'était quoi le métier que tu imaginais quand tu dis je veux avoir de patron? C'était quoi? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle entrepreneur. Hein. Franchement, j'avais pas grande idée. Hein. J'ai eu envie d'aller vendre des jus de fruits en Martinique. J'ai eu plein d'envies comme ça. Mais ça arrivait plus tard, ça. Oui, ça arrive dans l'adolescence, quoi. L'adolescence, quoi. Des jus de fruits en Martinique. Il y a un business, hein, je suis sûr. Mais il y a un business, hein, franchement, il y a un vrai business. Ça marche. En tout cas, à Paris, ça marche bien. Toi, tu crois au destin? Je sais pas en quoi je crois, moi. Mais ouais, parfois oui, ouais. Parfois oui. En fait, c'est marrant la croyance, parce que le lundi, je vais y croire à fond, puis le mardi, je vais me dire, bah non, le destin, pourquoi il y en a qui
qui en chie autant, c'est trop injuste. Et puis le lendemain, je me dis, bah, c'est dingue cette vie que j'ai, pourquoi on m'a choisi, est-ce que c'est pas écrit, est-ce que voilà, Qu'est-ce que t'en fais après? Je suis une ignorante en fait, mais comme nous tous. On ne sait rien, hein, t'as raison. Mais c'est ça qui est la beauté justement de la foi, souvent, c'est de savoir que exactement. qu'on n'est pas grand-chose et qu'on ne sait pas grand-chose. Complètement. Mais justement, quand toi, je te dis, le théâtre du chêne noir, ça, tu crois pas que c'est le destin? Gérard Gélas. Ouais, Gérard Gélas. Si, je crois qu'il y a quand même, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'écrit dans le sens où... Alors, qu'on explique, donc c'est un théâtre à Avignon, comment tu te retrouves? C'est ça qui est intéressant. Comment tu te retrouves là? Bah, parce que déjà, mon père coule la dalle de béton du chêne, parce qu'il est maçon à Avignon. Et non, mais c'est quand même dingue. Ils se connaissent depuis les années 70, c'est des vieux hippies, tous un peu avignonnés, donc ils se sont croisés, ils se sont vus, et je pense qu'ils ont fait quelques pétards ensemble quand ils étaient jeunes. Et puis, il y a plein de, justement, tu me parles de destin, mais j'avais envie de faire de la percussion à fond quand j'étais gamine. Et ma mère se trompe de jour ça lui ressemble, maman, désolée, mais se trompe de jour d'inscription, et c'est le jour d'inscription du théâtre. Est-ce que ça te plaît? Ouais, je sais pas, bon, voilà, bon, du coup... Il n'y a que ça, de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est ça, voilà, vas-y, tu vas faire ça, c'est des cours un peu prépayés par la CAF, là, on a des sous pour aller te donner des cours, allez, on y va. Et puis, en même temps, j'ai envie de me faire un peu de thune ado, et quand t'es un ado à Avignon, bah, tu tractes, t'affiches pour le théâtre, parce qu'il y a des théâtres partout, et que c'est la ville du théâtre. Et donc, je mets un petit pied dans ce théâtre du Chêne Noir, où je me fais un peu remarquer, parce que je pense que j'ai de la gouaille, et quand je me vois aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, ouais, je suis une... Et t'as quel âge, là, encore? Je suis très jeune, je dois avoir 13 ans. Hein. Et t'y vas, et tu tractes, et tu... Ouais, je me vois maintenant avec mes yeux, comme aujourd'hui, quel enfant j'étais. C'est-à-dire... oui, j'avais un truc comme ça, très libertaire, anarchiste, en fait. Et je crois que Gérard Gélas, qui en est un... Qui est directeur du théâtre, du Chêne Noir, créateur il est plus directeur aujourd'hui, mais qui est créateur du Chêne, ouais. C'est reconnu un peu en moi, il y avait une forme de famille comme ça qui s'est créée, puis ils m'ont pris sous leur aile. Le fait que ton papa les connaissait, travaillait, c'était la famille en fait? Ouais, c'était la famille. C'est plutôt moi qui ai reconnecté mon père avec eux, ouais. Ah, c'est plutôt moi qui ai reconnecté même mon père à ses envies d'aller... D'artiste, total. C'est ça, hein. Parce qu'il sculpte, il peint, il joue de la musique, il nous a tout... C'est l'acteur de la famille et tout, et puis ça lui a ouvert une porte à ce moment-là, ouais. Moi, je me souviens que ici, je prends Danny Boone, je prends Gad Elmaleh, à qui on avait passé du temps sur pause, m'avait dit, il y a un moment ou un autre, où j'ai vraiment vu la lumière, je me suis retrouvé sur scène et je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est là où, c'est ce qui m'importe le plus. Toi, t'as senti ça ou pas vraiment? Non, c'est un peu dur de le verbaliser, même de l'exprimer, parce que je suis pas une passionnée, en fait. Ouais. Voilà. J'aime beaucoup mon métier. J'ai toujours beaucoup aimé mon métier, mais je suis pas une passionnée. Si demain ça s'arrêtait, je meurs pas. J'ai plein d'autres choses qui me font vibrer dans la vie. Même si je peux être très honnête, la scène en soi, moi, ça m'abîme plutôt, même ce métier, même si vraiment il peut m'abîmer, en fait, dans ce qu'il est de très intense, de très prenant. J'ai tendance, moi, tu vois, là, je viens de finir un film hier, demain, tu vois, j'ai besoin d'aller voir de la vraie vie, les vrais gens, la nature, me reconnecter, parce qu'on est quand même, quand t'es sur scène, t'es tellement isolé, t'es tellement seul, tu te prends une vague d'amour de milliers de gens un soir, et puis 2 heures plus tard, t'es seul à l'hôtel dans une ville que tu connais pas, voilà, tout. Ça m'a vachement nourri, et en même temps... Et très jeune, hein, parce que là, je te retrouve à 18-19 ans. C'est ça. Là, tout d'un coup, tu as une pièce, hein, Confidence à Allah, ouais. Où tu as un rôle important. Et là, quelque chose qui était petit devient un vrai succès. C'est le Festival Off d'Avignon d'abord. Puis après, je te retrouve au Petit Montparnasse, ouais, c'est ça? À la Gaîté. Et là, tu tournes. Là, c'est qui est intéressant, c'est que tu as 19 ans, tu tournes pendant 2 ans. Et là, je te retrouve dans le monde entier, ouais. Sur cette pièce-là, qui te vaut un Molière. Ouais. C'est quand même... Ouais, c'est canon. Ouais. Là, explique-nous, tu as 21 ans, c'est ta première vraie pièce, enfin, qui prend cette ampleur-là. T'as le Molière. Tu dis quoi, là, ouais. C'est un peu dépassé. Je me souviens pas des Molières parce que j'ai fait une crise de spasmophilie ce soir-là où j'ai taché ma robe parce que... De quoi? Parce que je vomissais, j'ai fait une tellement grande crise d'angoisse.
J'étais avec mes parents qui me tenaient les cheveux, qui m'ont mis dans un taxi et ils m'en ont Donc voulu. t'as pas pu aller sur le... Si, j'ai pris mon Molière et puis je suis partie en courant. Et mes parents qui m'en ont voulu parce qu'il y avait un buffet incroyable. Et on n'a même pas pu boire une coupe de champagne pour fêter ça. Et puis il y avait certainement plein de gens qui voulaient les rencontrer après. Ton papa, il devait être hyper heureux de voir les gens qui étaient là-bas. Et en même temps, eux aussi, je pense, flipper de leur gamine hypersensible qui, d'un coup, j'arrivais dans le monde comme ça... C'est un monde en plus très parisien, là. Ouais, hyper parisien. Et puis quand même, comme je te dis, hyper énergivore pour moi, en fait. Ça te bouffait. Ouais, je suis en éponge, quoi. Et j'ai mis quelques années à même me sortir de ces crises-là d'angoisse où j'étais vite pour trouver le chemin de qu'est-ce qui m'angoissait tant. Mais qu'est-ce qui venait ? C'était vraiment ce succès incroyable ? C'était ces pièces, pendant 2 ans, avoir un succès fou dans des villes que tu connaissais à peine. C'est ça, c'est cette accumulation Peut-être que ce que je me dis aujourd'hui, c'est que justement de pas avoir la passion, de pas avoir l'ambition de faire ça, que ce métier, il m'est tombé dessus un peu comme ça. J'étais pas préparée du tout à tout ça. Je savais même pas que ça existait, cette vie, moi, en fait. Est-ce que c'est pas... Moi, c'est marrant parce que tu m'avais déjà dit ça. Le fait que tu dises vraiment, tu n'es pas une ambitieuse, c'est comme ça que tu n'es pas une ambitieuse. Cette simplicité, est-ce que ça te fait pas justement devenir justement cette... Tu vois, là, cette voisine assez idéale qu'on se dit, tiens, je suis invité à venir boire un verre, sympa. Est-ce que c'est pas ça qui fait que les Françaises et les Français aujourd'hui t'aiment pour ça, justement ? Possible, mais peut-être que c'est aussi pour ça que parfois je me demande, putain, c'est une chance de faire de la comédie, de faire de l'auteur. Là, je sors d'un film d'action, de faire en fait plein de choses et ça paraît dans le métier pour les gens extraordinaire de faire ça. Ouais, Alice, tu fais plein de choses différentes et tout. Et aussi peut-être parce que je suis complètement la girl next door sur qui on peut projeter ça, hein. quelque chose, mais moi ça me va. Ça me va total. Ceci étant, je te retrouve là, grand succès. Ce qui est intéressant quand je voyais tout ce que tu as pu faire après, c'est qu'après tu n'as fait quasiment plus de théâtre. Non, ouais. Et donc c'est quoi, c'est PTSD en gros, c'est que c'est arrivé à un moment où ça t'a tellement pris qu'après tu dis juste je veux plus ça. Je crois que déjà ce que j'ai vécu avec Confidence, seul en scène, qui a changé ma vie, hein, clairement. Tout ce qu'on m'a proposé après, il n'y a rien qui lui arrivait à la cheville, ouais. Et alors, quelques fois, je me suis dit, bon, allez, on part avec Andrea Bescon. Après Les Chatouilles, elle avait écrit une pièce, un duo qui s'est jamais monté. Voilà, j'avais plus envie de partir avec quelqu'un que pour un projet même en soi. Voilà, partir avec Andrea, ça avait du sens. On s'est justement rencontrés à l'époque des Molières. Voilà, c'était... Il n'y a pas une pièce aujourd'hui que tu as vue depuis 10 ans ou depuis 15 ans jouer, où tu t'es dit j'aurais aimé ou j'aimerais la jouer? Bah non. Wow. Parfois, je me dis, ouais, ils ont de la chance d'être là, ce qu'ils ressentent et tout. Mais comme je te dis, ça m'a pas traumatisé, le mot est beaucoup trop fort, mais ça m'a marqué le théâtre très fortement, quoi. Et je sais que j'en referai, en fait, parce que mais il y a aussi ça dans ma vie, c'est souvent un peu, elle est souvent empreinte de légèreté, ma vie, quand même, faut quand même se le dire. Je sais que je referai du théâtre, donc en fait... Là, on se retrouve en 2011, donc là, tu commences tes premiers pas au cinéma. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est évident, après les Molières, tu te retrouves avec 5 scripts qui t'arrivent. Comment ça se passe, la suite des Molières? Tu as beaucoup de propositions, on voit en toi une des prochaines potentielles grandes stars du cinéma. Comment ça se passe et comment toi tu prends ou c'est vraiment tes copains qui viennent te voir ça se fait petit à petit et que... En fait, pourquoi Working Girls, même à ce moment-là, c'est que moi je suis vraiment là dans le monde parisien, théâtreux, où je découvre... Bon, c'est un peu pompeux, ça peut être un peu plus haut que son cul et tout. Et puis là, il y a une équipe de Grolandais, voilà, Sylvain Fusé, Grolandais à mort. Donc les Canal+, voilà, de l'époque. Canal, et puis l'équipe de Groland, quoi, quand même. Moi, je regarde ça depuis que je suis gamine, le 20 à juin et tout, qui monte cette série complètement loufoque avec Blanche Gardin. Et je reçois ce scénario-là, c'est un des premiers scénarios que je lis de ma vie. Je trouve ça hilarant et je me dis, ah ouais, en fait, je suis pas bloquée dans un... On pense à moi pour un rôle comme ça, comédie à mort, hyper grinçant et tout. Et je me dis, ouais, trop bien, c'est une chance. Et en fait, tout de suite après les Molières et tout de suite après le théâtre, finalement, je mets un pied dans la comédie qui devient en fait une série qui marche vachement sur Canal et qui me popularise et qui me permet d'avoir accès à un cinéma populaire, en fait. Ah bah, intéressant, notoriété. Donc là, c'est évidemment pas le théâtre, même si tu avais fait beaucoup de dates qui... a fait que tu deviens connu, encore une fois. Ouais, connu, de toute façon. Tout est limité, hein, en tout cas dans ta rue, dans ton arrondissement, dans ta ville. Ça. Mais là, ça y est, là, Working Girls, c'est Canal+, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, millions qui vont regarder ça. Et ça, donc, il y a une dizaine d'années de ça.
un peu plus. Comment tu l'as appréhendé, cette notoriété au départ? Ça t'a amusé, ça t'a intéressé, ça t'a interpellé? Non, c'est tout petit au départ, en fait. Ce qui est bien avec ma carrière, c'est que, si tu veux tout savoir, c'est aujourd'hui, là, à 37 ans, après un petit truc en plus, que je sens vraiment un changement. Mais un gros changement dans la rue. Mais en fait, petit à petit, il y avait des gens qui me reconnaissaient pour ça, puis pour ça. Et puis, comme je te dis, vu que je faisais des choses très différentes, ça touchait jamais vraiment le même public. Et puis, ils ne savent pas si c'est le bon prénom, le bon nom de famille. Alors, c'est ça, c'est Amel Ben, t'as Amel Ben. Bon, de toute façon, toi, tu fais des choix de carrière, on croit que tu fais The Voice, tu te dis, bon, de toute façon, à un moment donné, tout ça ne sert à rien. Mais sans vouloir du tout critiquer Amel ou The Voice, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on n'a pas du tout le même métier. Tu te dis, bon, bah, au final, voilà, c'est rigolo. Qu'est-ce que ça veut dire, la notoriété, quoi? C'est, ouais, on t'a plus ou moins vu à la télé, mais on ne sait pas trop. Dans quoi, pourquoi? Donc ça aussi, je l'ai relativisé très tôt. Je me suis même demandé très vite, mais comment on peut prendre la grosse tête? Parce que franchement, tu te rends bien compte que c'était pas grand-chose. J'ai signé plusieurs fois des DVD de Tout ce qui brille à la place de Leïla. Enfin, vraiment, et là, franchement, c'était pas trop con. Tu relativises un peu, tu gagnes en humilité quand même. Mais donc maintenant, après justement ces différents succès, et en particulier avec un petit truc en plus, tu me disais tout à l'heure que tu arrives, parce que tu es mon inverse en fait, tu es mon négatif. Moi j'arrive en retard, toi tu arrives à l'avance, donc tu arrives à l'avance. Avant d'arriver, tu veux pas me déranger, donc tu vas boire un coup au bar d'à côté. Ouais. Raconte-moi, j'aurais bien aimé être la petite souris avec toi là. Comment ça se passe? Il doit arriver, ils reconnaissent rapidement, tout de suite? Oui, bah là il me reconnaît, il est gentil, il me sert un verre et puis je vais dehors pour fumer une clope et il vient gentiment me dire bravo pour le film d'Artus. Voilà, gentiment. C'est vrai que en tout cas ce rôle-là, j'ai beaucoup de chance parce que d'avoir un grand succès populaire avec ce rôle-là elle est hyper sympathique, la Alice du film. Elle est hyper empathique, elle est gentille, elle est rigolote. Donc j'ai une dame dans le train hier la semaine dernière qui me portait une valise en me disant je porte votre valise pour tout ce que vous faites pour eux. J'ai pas fait grand chose, je me suis juste amusée à mort dans le Vercors avec une bande extraordinaire. Donc voilà, ce que ça crée chez les gens, c'est vachement d'amour en fait. Donc en ce moment, ce pourquoi ils me reconnaissent, c'est vraiment un élan de love. C'est ça, tu pourrais être reconnu pour d'autres films qui auraient apporté moins d'amour. Oui, ouais. Là, c'est du feel good pour tout le monde. On va revenir sur ce moment-là qui est important dans qui tu es. On parlait de notoriété. Est-ce que parfois, tu regrettes un anonymat? Est-ce que parfois tu dis juste... Il y a des moments où tu te dis juste, mais... Alice, Amel ou autre chose, laissez-moi quoi. Non, parce que parfois je suis mal lunée le matin. J'ai pas forcément envie d'être très sympathique avec tout le monde. Mais je trouve que le prix à payer comparé au kiff que c'est comme vie, la vie qu'on m'a offert, que je vis là, les privilèges, la liberté. Au final, c'est un peu la rançon de la gloire, c'est le prix à payer, mais je trouve qu'il n'est pas très cher. C'est pas très cher. Sujet aussi important, là tu parlais du dernier rôle, un rôle d'éducatrice assez exceptionnel. Un moment ou un autre dans certains de tes films, après c'était aussi des choix pour toi, quand tu acceptes Kaira de Franck Ganstabile ou ainsi d'autres, tu t'es dit à un moment ou un autre, je vais être cette jeune fille type banlieue. Justement, après les Kaira, c'est l'un de mes premiers films et c'est vraiment, s'il y en a un que je pourrais regretter, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est celui-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est un grand succès, commercial. Non, bien sûr. Faut le savoir. À ce moment-là, je suis une gamine et que j'ai pas conscience justement de ce sur quoi tu mets le doigt et qui est très important, de jouer l'arabe de service. Ouais. Et je sors de Confidence à Allah. Il y a Working Girl, et puis en fait très vite, avec mon agent Pauline Rostocker que j'aime à la folie, qui m'a guidée toutes ces années aussi, qui m'a aiguillée vachement sur ces sujets-là. La seule arabe que j'ai rejouée après ça, c'est dans le Bureau des légendes. Et pour moi, ça avait du sens. Jouer vraiment, il n'y a rien de manichéen dans cette série. On est vraiment... C'est une légende. C'est de la bombe. Merci Eric Rochant. Et j'étais ravie de jouer carrément une nana de Daesh. Là, on y va fort, quoi, dans ce qu'on pourrait dire le cliché de l'arabe en France, quoi. Mais au contraire, c'était super de jouer ce rôle, de dénoncer des choses, de raconter des choses. Et donc là, tu le vois, ça t'arrive, et là, rapidement après, tu dois recevoir certainement des tonnes et tonnes de scripts,
Voilà ce que tu vas jouer. L'arabe on te place qui là-dedans. se fait couper les vifs par son frère, son grand frère qui tient la maison. Enfin, les trucs, je me suis dit, mais... Comment ils ont trouvé ça? Moi, j'ai pas jamais eu de grand frère qui tenait la maison. J'ai pas beaucoup de copines qui avaient de grand frère qui tenaient la maison. Je sais pas d'où ça vous vient, ce truc-là, machin. Mais bon, moi, mon père, c'était le seul mec à la maison. Je peux vous dire que vraiment... C'est pas lui qui coupait. Hein. Donc, justement, par rapport à ça, parce que toi, il y a un moment ou un autre où ça arrive avec un livre aussi que tu écris. Remettons les choses dans leur contexte. Ton papa est kabyle, ta maman, elle, est française d'origine espagnole aussi, plutôt son papa était gitan. Donc tu te retrouves avec un melting pot réel, hein, avoir grandi en plus entouré de ces couleurs, comme le dit si bien Grand Corps Malade. Donc c'est ça comment tu as grandi. Et là, tu as vu arriver de plus en plus, quand même, et on en parle beaucoup ces derniers mois, et on va encore parler malheureusement trop, ce racisme. Alors en ce moment, c'est en roue libre. Assez primaire, exactement, c'est en roue libre, mais toi, là-dessus, quand tu écris, parce que tu as écrit un livre, un abécédaire. Hein, j'ai voulu écrire un abécédaire que j'ai jamais fini, parce que je voulais faire l'abécédaire du racisme ordinaire, de passer de Zidane président sur l'Arc de Triomphe hein. À quand on dit on va chez l'arabe, l'épicier, en fait. Voilà. Et j'avais envie d'interviewer et Zidane et l'arabe, en fait, du coin. Et qu'est-ce que c'est que d'être, en tout cas, une minorité et être victime de racisme en France. Et puis très vite, en fait, ce petit abécédaire que je voulais un petit peu léger, comme je te dis, ce qui est souvent le cas dans ma vie, un peu de légèreté, un peu de sourire, un peu de rigolade, c'est en fait transformé en un truc hyper glauque et un pamphlet antiraciste un peu glauque, quoi, parce qu'en fait, c'était pas drôle, en fait. Toutes les histoires qu'on m'a racontées, je parlais à Rimka à l'époque, j'ai parlé à des mecs qui m'ont raconté des histoires qui étaient... Ouais, et puis je me suis dit, alors c'est pas le format, en fait, c'est pas du tout le format. Ouais. J'avais envie d'un petit livre qu'on met aux toilettes, où tu sais, qu'on s'ouvre comme ça, une page. Et non, c'était pas du tout le sujet. Donc, et au lieu de me dire, c'est cool, Plomb m'a fait confiance, et d'être gossé un peu comme ça, je me suis dit, non, je vais pas au bout, parce qu'en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. T'as rendu l'argent à Plomb. J'ai rendu l'argent à Plomb, exactement, que j'avais déjà dépensé en plus. J'aurais rendu la thune et j'ai repris mon idée, quoi. On va rester quelques temps sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet majeur pour toute personne qui aime cette démocratie et la différence qu'on peut trouver chez les autres. J'avais reçu, il y a quelques temps de ça, ici, j'avais reçu Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi, journaliste, qui a aussi écrit un livre racontant sa vie d'enfant battu, abîmé par son papa. Et nous parlait, il était au micro de C'est à vous il n'y a pas très longtemps, pour nous raconter, et on va en écouter un extrait. J'aimerais bien qu'on arrête de m'essentialiser en fonction de mon prénom, ou de mon nom, ou de ma prétendue origine, ou de ma prétendue religion. J'aimerais bien si on me disait, par exemple, vos sujets, Mohamed, sont nuls, ça me dérangerait pas, en fait. Je l'accepterais. Mais j'en ai marre qu'on me dise, t'es un bico, t'es un musulman, t'es un sale arabe. Qui connaît ma vie, en fait? Je suis un Français, journaliste, citoyen, c'est tout. Wow, c'est fort, hein? Ouais, c'est fort, c'est fort. J'ai vu une autre vidéo de lui aussi qui m'a bouleversée, que j'ai commentée. Est-ce que tu penses que toi, ça aurait été un peu différent? Lui, il s'appelle Mohamed. Moi, j'ai rencontré des gens, j'en parlais dans un de mes livres, qui ont dû changer. Ils s'appelaient Mohamed, ils sont appelés Marc. Toi, tu penses que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Alice, ça a pu te protéger parfois? C'est sûr que oui. Mais je sais que mes parents l'ont pas fait du tout pour ça, parce qu'en plus... Prénom de tes sœurs? Laetitia et Célia. Ouais. Et moi, mon père s'appelle Mouloud, et on m'a même une fois on m'a demandé si c'était un pseudo. Je me suis dit, t'es con, il aurait jamais choisi Mouloud comme pseudo. Il aurait choisi un truc un peu plus cool, quoi. Mouloud, c'est pas non plus le truc... Mais ouais, carrément, Mouloud, ça leur paraissait être tellement dingue que ça pouvait pas être possible. Mais moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant, je lui donnerais un prénom maghrébin. Ouais. Parce que je pense que c'est carrément important, en fait, aujourd'hui. Donc, toi, t'es plutôt dans le combat, là. Ouais, là, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, j'en parlais avec Hakim Gemili hier, où on se laisse faire comme nos grands-pères, comme un peu nos pères. Moi, mon père, il a été dans des camps de redressement du général Massu en France. Je peux te dire que c'était pas rigolo pour les Arabes à l'époque. Moi, je me laisserais pas faire comme ça. Jamais de la vie. Ouais. Je me laisserai pas faire comme ça. Je sais pourquoi on a appelé mon grand-père ici, qui a été enfant de troupe pour la France, qu'on a jeté comme du bétail, qu'on a humilié pendant la guerre.
Bon, enfin, si je veux dire, il est venu ici pour sauver sa famille. Il a monté les chemins de fer. On avait besoin de lui. Il était dans des bidonvilles dégueulasses. Ils se sont instruits, ils se sont intégrés. Intégrer, c'est tellement important pour... voilà, enfin, oui, vous inquiétez pas, ils se sont intégrés. Ouais. Ils ont justement appelé leur enfant avec des prénoms français. Ils ne se posaient plus la question. Moi, ma famille, elle est... Tu parles arabe, toi ? C'est un tissu de métissage. Non, pas du tout. Et on en veut un peu à mon père, mais... oui. Mais lui non plus, lui dit, mais moi non plus, je parle pas arabe. Il parle très bien arabe. Il a l'impression de pas parler arabe, mais parce que... Justement, c'est l'intégration qui a fait que tu penses qu'il n'a pas voulu... Je crois que mon grand-père, oui. Mon grand-père, il y avait quelque chose comme ça. Ma grand-mère, elle avait pas... Il y a eu un moment où même ma grand-mère, elle n'avait pas le droit de prier et tout ça. Il y a eu... Je pense qu'ils ont été tellement humiliés, en fait, en Algérie, vraiment, quoi. Qu'à partir du moment où c'est dit, bon, allez, je quitte les problèmes, là, machin, je me fais petit, j'arrive en France, je me fais petit, je mets mes enfants à l'école, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Mais moi, je me soumettrai jamais. Non, je me soumettrai jamais. Mais je veux pas foutre le bordel, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, là, je reçois des tonnes de messages racistes sur Instagram. Des tonnes. J'en ai posté, même. Et donc tu dis, quand on parle de libération de la parole, c'est ce que tu vois au quotidien. Bah ouais, c'est pas, je me victimise pas du tout, hein, c'est assez nouveau. Genre, tu peux en recevoir parfois, là, c'est devenu, là, c'est parti, quoi. Mais là, c'est parti. En plus, il y en a qui ont des bonnes punchlines. Il y en a un qui m'a fait rire. Il dit, ta carrière ne décolle pas, on va te mettre dans un charter, on va te faire décoller. J'ai fait, l'enfoiré, putain, il a réussi à me sortir. Mais franchement, c'est compliqué parce que t'es pris de... je passe par la colère. En même temps, j'en ai même chialé dans le train en revenant de Marseille et tout. Je recevais des trucs. Je me suis dit, mais waouh, c'est dur là. Tu regardes encore, toi, ça ? Franchement, j'en regarde une dizaine là, tu vois. Et puis à un moment, j'arrête. Tu dis d'ailleurs, quand tu regardes ça, tu dis, il y en a peut-être 10 qui vont m'insulter et t'en as 100 qui vont me raconter d'amour. Il y en a 1000 même qui m'envoient de l'amour sur 10 000. Non, mais... En plus de ça, oui, ça c'est un truc. Voilà. Et en plus, c'est là, ils te défendent souvent par rapport à ceux qui t'attaquent. Complètement. C'est ça. Donc, et puis c'est souvent ceux auxquels tu t'attends pas. En plus, tu dis, ah ouais, toi, c'est marrant. Donc bien sûr que, mais c'est tellement violent en fait dans ta chair. Moi, j'oublie en fait que je suis d'origine algérienne parce qu'on me le rappelle en permanence, en fait. Enfin, j'oublie. Non, j'oublie. C'est parce que c'est ce que je suis. Ouais. Mais oui, c'est vrai, je suis typée, je suis bronzée, en fait. Et ça me dérange, ça, d'être bronzée. Ça dérange tellement fort. Et en fait, je peux comprendre, je peux l'expliquer, la douleur des gens, le fait qu'ils aient l'impression d'être abandonnés, que j'entends que... Et puis, je vois bien, on la connaît, l'histoire. On voit bien que, de toute façon, depuis toujours, faut regarder le sketch de Blanche Gardin. Quand elle parle des futurs... Des mecs qui viennent du pôle Nord et qu'on va, voilà, quand elles se foutent de leur gueule, parce que c'est ça le prochain racisme, en fait, des mecs qui vont juste venir parce qu'ils ont besoin de me bouffer, quoi. Et donc je peux l'expliquer, mais ça n'empêche que ça me touche dans ma chair et que ça me fait mal, en fait. Et surtout, hein, je pense que c'est un message qu'on passe au plus grand nombre. N'acceptons pas ce racisme ordinaire, n'acceptons jamais quelqu'un qui peut juste juger sur une différence de peau, de couleur de peau, de religion, de prénom, de religion, mais c'est dans quel... De ton goût, de qu'est-ce que t'aimes bouffer. Dans ce cas-là, on peut aller, enfin, on peut étendre le truc à tout, en fait. En plus, moi, au-delà de ça, j'ai ce truc de me dire, au contraire, en fait, le mec qui traverse la Méditerranée en bateau, là, avec son gamin, qui vient de Syrie, je sais pas d'où, parce qu'il fuit la guerre, en fait, il fuit la famine, il fuit la misère. Il vient pas pour se faire plaisir. Hein. Mais moi, en fait, j'ai plus d'empathie pour ce gars-là, j'avoue, que pour un Français comme moi, qui a grandi, j'ai été dans l'école de la République, j'ai des aides, j'ai le minimum social, vraiment magnifique, quelle chance j'ai eu de vivre ici, de naître ici. Parce que pas de guerre. Parce que pas de guerre, parce que quand même, on a quand même un pays magnifique, on a des droits incroyables. Si on a mal quelque part, on va gratos à l'hôpital. Enfin, c'est quand même. Il y a peu de pays comme ça. Bah, Faut mettre en avant. Voilà, excuse-moi, mais on se lave les fesses avec de l'eau qu'on peut boire. C'est quand même. C'est fou. Quand tu voyages dans le monde, tu te rends compte à quel point. Quand tu voyages un petit peu, tu te rends compte. Et j'ai tendance à avoir envie, moi, qui donne mon gros salaire, 50% de mon gros salaire à l'État, pour participer à la communauté, voilà. Moi, ça me dérange pas du tout de donner 50% de mon salaire pour qu'on aide ces gens-là. Et qu'aussi on tende la main à ces mecs qui traversent la Méditerranée avec leurs gosses parce qu'ils crèvent, en fait, chez eux. Et rien que ça, de me dire, ils vont me voler mon pain, ils vont me voler ma terre, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous avez pas dans le cœur pour pas avoir envie d'aider l'opprimé, en fait?
On va revenir, et je ne vais pas reprendre tous tes projets parce qu'ils sont nombreux depuis Working Girl. J'en cite quelques-uns, je sais qu'ils ont été importants pour toi, soit parce que tu as rencontré des gens qui sont devenus potentiellement des grands amis, soit des gens où tu partageais ces moments-là avec des gens très connus. L'Ascension donc, de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, Si j'étais un homme d'Audrey Dana avec Christian Clavier, et ce film incroyable dans le succès, on va en reparler, qui est un petit truc en plus, d'Artus. Revenons, parce qu'encore une fois, pour les gens qui connaissent pas trop ton monde et qui se disent, mais comment c'est possible qu'on choisisse ce film-là, qu'on le choisisse pas? Tu parlais de ton agent tout à l'heure. Ton agent est avec toi depuis 10 ans Ouais, depuis quasi le début. Depuis quasi le début. Franchement, je vais être très honnête avec toi. Il y a parfois des films que j'ai choisis parce que j'avais envie de les faire. Parfois, j'ai pu avoir la liberté de refuser des films, et parfois j'ai dû faire des films parce qu'il fallait que je mange. Quoi. Et moi je viens pas du tout d'une famille qui a pu me payer mon loyer, qui a pu m'aider à monter à Paris, et donc il y a eu plein de fois où il fallait que je paye mon loyer, quoi. Donc il y a des choix qui n'en sont pas vraiment, et en même temps je les assume complètement parce que c'est des films qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, de m'acheter un appart, de continuer à être actrice. Donc ce monde va évoluer certainement beaucoup ces prochains mois, déjà beaucoup évolué avec l'énorme succès d'Un petit truc en plus. Ça, aujourd'hui, dans les castings, tu fais les castings. Est-ce que parfois tu as envie de dire non, maintenant ça fait un moment que je fais plus de casting. D'accord. Ouais. Alors donc ils viennent te voir. Ouais, Un petit truc en plus, t'as pas fait le casting? Non, c'est Artus qui m'envoie le film et qui me dit écoute, bof, je te dis rien, tu vas voir que ça a beaucoup bougé. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a un scénario, mais ça risque de quand même pas mal bouger. Il faudra que tu sois dispo pour l'impro, quoi. Ça m'intrigue un peu. Donc je lis dans l'après, mais c'est génial, le scénario est génial, et je me dis, waouh, quel kiff. En plus, elle s'appelle Alice. Ouais, elle s'appelle Alice. C'est pour toi, vraiment? Tu penses qu'il avait écrit un... Ça a été écrit, tu penses Je crois qu'il avait ce qu'il m'a dit, il avait deux personnes en tête, et puis... C'est qui l'autre, alors? Oh, je le dirai pas. Bon, arrête. Mais on a envie de savoir. J'aurais dû lui demander à elle avant de dire, je vais pas la balance. Et parce qu'apparemment, elle était casse-couille. Là, tu veux plus le dire, là, maintenant. Là, tu veux plus le dire. Non, mais c'est qu'en fait, elle s'est posé des questions et tout ça, et je crois qu'il avait besoin d'une actrice, pas actrice, quoi. Vraiment, il nous a appelés les acteurs nuls tout le long, il avait raison. Parce que moi j'ai été éduque en fait pendant 2 mois, il y avait pas d'eau, pas d'électricité, enfin c'était roots, et en même temps c'était génial, fallait jouer le jeu à fond, parce que sinon si tu commençais à avoir des exigences de plateau, de cinéma, ça marchait pas. Cette autre actrice aurait peut-être eu une plus grande difficulté à s'adapter. Je crois que en tout cas, il avait 2 actrices qui l'aimaient en tête, et moi je l'ai appelé le soir même, et je lui ai dit mec, moi je pars avec toi, direct, tête baissée et tout. Et c'est marrant parce que c'est que des signes, et on se croise, on est voisins avec Artus, on s'est jamais croisés, et le soir je sors du sport, je sors de ma salle de sport, et je tombe nez à nez avec lui. Et on se dit, ah putain, c'est quand même un signe marrant, quoi. Et donc ça a été que des signes comme ça jusqu'au succès fou. Donc, pour ceux, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui ont vu ce film, et ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille d'aller les voir, puisque là, les chiffres, ça va passer à plus de 10 millions. On risque, donc c'est un de ces grands succès, comme il y en a quand même assez rarement. Là, on est en train de parler de ces films sans aller jusqu'à La Grande Vadrouille, mais on est quand même au-dessus du choriste, on est aussi des choristes d'ailleurs, on est au-dessus du 5e élément, on est au-dessus de tellement de films. C'est dingue. C'est quand même assez fou. Mais comment tu l'expliques ce succès? Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, ou quand tu me fais ça, tu dis bon, ça va être un film, peut-être 500 000, on est heureux? Bah oui, 1 million, on était les rois du monde, en fait, déjà. Non, bien sûr qu'en fait, tu sais, ça s'explique pas, ça. Là, à ce niveau-là de succès, ça s'explique pas. Moi qui l'ai vécu depuis le premier jour, je me dis, c'était tellement génial, c'était tellement sincère, c'était tellement drôle. C'était tellement de l'humanité en barre, en fait, que ça m'étonne, bien sûr que ça m'étonne, parce qu'en fait, je pensais même pas que ça allait m'arriver une fois dans ma vie de toucher du doigt un succès comme ça. Mais en fait, je me dis, c'est tellement mérité. C'est tellement mérité. Il n'y a aucun film de ma filmo qui méritait autant. La difficulté que tu as, c'est que quand tu arrives aussi jeune à avoir un succès comme ça, la difficulté, c'est plutôt, et ça va être un vrai travail avec ton agent, de continuer à toi qui n'es pas très carriériste. Je sais que j'en aurais pas. Franchement, je suis intimement convaincue que j'en aurais pas d'autres comme ça. À 10 millions.
Parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui l'ont jamais vécu dans leur carrière et ils ont eu une carrière Bien extraordinaire. Hein, parce que ça n'arrive pas en fait. Un tous les 3-4 ans, voilà. Ben comment ça se là, passe. déjà, depuis 2014, l'arrivée de Netflix en France, il n'y avait pas eu un film à plus de 5 millions d'entrées. Donc déjà, on pète les scores, vraiment, enfin un film français, on pète les scores, c'est le premier record historique d'un premier film. Enfin voilà, on a pété tous les scores comme ça, alors que vraiment, on est dans une... Depuis 2014, le cinéma, les gens vont au cinéma, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce que c'était avant les plateformes. Explique-nous encore, pour les gens qui n'étaient pas là au départ, comment puisque tu joues le rôle d'une éducatrice spécialisée, donc on en profite ici, j'aime beaucoup à chaque fois le faire, pour mettre en avant et pour remercier ces éducatrices, ces éducateurs, ces infirmières, ces infirmiers, toute personne qui dédie, c'est ça, hein, dédie, tu sais, ce que tu fais merveilleusement bien avec le sourire, mais aussi avec des moments où tu peux péter les plombs, où t'en peux plus, parce que c'est compliqué, parce que tu dois répéter 7 fois la même chose, et ainsi de suite. Et c'est, voilà, donc merci. Parce qu'il n'y a pas de moyens, surtout aussi. Parce que ce n'est pas des professions qui sont valorisées, bien payées, et pourtant il y a des gens au quotidien. Je viens d'avant d'être ici, je suis passé voir quelqu'un que j'aime beaucoup qui a Alzheimer. Et quand je passe un peu de temps avec ces infirmières, je trouve que c'est exceptionnel que matin, midi et soir, elles sont là avec le sourire, à apporter cette énergie. Donc merci encore une fois, on en profite pour les remercier. Toi, comment tu as fait pour comprendre ce travail d'une éducatrice? T'es allé passer quelques semaines, t'as improvisé, comment t'as fait? En fait, en réalité, je m'étais pas du tout posé la question, est-ce que t'as déjà eu affaire à une personne en situation de handicap mental? Même pas, en fait... Et puis quelques jours avant la rencontre, je me dis, mais en fait, c'est vrai que j'ai jamais connu de personne avec une trisomie 21. Je connais pas d'autiste, en fait. Je connais... Donc ça, c'est quelques jours avant le film. Ouais, là, tu t'es posé comme une question. En là, fait, ouais, je me dis, attends, est-ce que tu vas réussir à communiquer? Mais bon, franchement, la question, elle me passe comme ça, quoi. Et puis, on fait la première rencontre. Il y a les parents, il y a les éducs qui sont là. Et puis, avec certains, il y a une façon de communiquer un peu particulière, un peu spéciale. Mais au final, le truc, il se déroule mais dans une facilité, une drôlerie. Et je ressors de ce premier rendez-vous en me disant, ah ouais, ça va être génial. Ça va être en fait beaucoup plus facile que la plupart des acteurs avec qui j'ai tourné, en fait. Parce que déjà, j'ai tapé des barres, mais folles. On a senti déjà qu'il y avait une excitation folle de se faire ce film, une joie d'être là. Voilà, ça sentait la colonie de vacances, quoi, tout de suite. Et en fait, ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer dans le rapport humain, dans ce qu'on a créé. Alors, avec certains, dont une, Marie, ça a été très dur au départ. Elle pouvait pas me saquer. Mais alors... Parce que je crois qu'elle était très jalouse de la relation avec Artus, vu que moi je joue un petit peu pas l'amoureuse d'Artus, mais quand même un petit peu, voilà. Ne dévoilons pas pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Mais et vraiment, quand elle me voit au combo, la petite télé, le petit retour sur le plateau avec l'image, elle veut que je dégage de là. Elle est à 2 doigts de me taper et tout. Ouais, très agressive. Elle a vachement de force en plus. Du coup, je me dis, ouais, je vais m'en prendre une. Et puis les semaines passent quand même, genre quasi 15 jours. Et un soir, j'ai mon père au téléphone. Je lui dis, ouais, c'est dur avec Marie, elle veut pas, quoi. Ça me fait de la peine, j'arrive pas. Elle me déteste, quoi. Et il me dit, essaie de jouer avec elle. Je lui dis, t'es marrant, toi, elle veut me mettre des tartes dans la tronche, jouer avec elle. Mais bon, le lendemain, je l'attends quand même, elle a son poupon avec elle, son petit bébé, là. Et je vais la voir et je lui dis, vraiment, t'as pas de velours. Et je lui dis, tu veux jouer au papa et à la maman avec moi? Elle me regarde et me dit, ok, t'es le bébé, je suis la maman et Artus, c'est le papa. Donc là, elle replace le truc comme as. Je dis, ok, comment je m'appelle, quel âge j'ai et tout. Donc on cale les règles du jeu. Et à partir de là, je me suis fait une grande amie. Moi, avec Marie, on s'appelle 3 fois par jour. C'est une femme, elle a 52 ans, qui est importante dans ma vie aujourd'hui. Elle m'a ouvert des portes folles. Et je crois qu'elle compte vachement sur moi aussi. Et donc, et à partir du moment où on s'est dit, ok, on s'aime, ok, c'est bon, le contrat, il est écrit, en fait, on se pose plus de questions, on s'aime, et puis on y va, quoi. Ouais. Quand tu sors de ça, quand t'as terminé, t'es dans quel état? T'es dans l'état, tu dis, waouh, c'était juste dingue, t'en peux plus, t'as besoin de partir loin. Je pleure comme un bébé, comme j'ai jamais pleuré après un film. C'est parce que je sais que je viens de vivre un truc, pas comme je te dis, jusqu'au bout, en fait, ce film, ça sera une expérience unique. Et que ça y est, quoi, c'est fini, c'est la fin des vacances, en fait, et que pour eux,
pour l'équipe, c'est fort, très fort, plus fort que nous encore. Parce que moi, je sais que je vais refaire des films, parce que je sais ce qui va se passer après, qu'on va se revoir, qu'on va faire la promo, qu'on va se retrouver. Mais pour eux, c'est dur. Pour certains qui sont hypersensibles, pour Ludovic, Sofiane, ça a été des moments vraiment de grande tristesse et on l'a vraiment vécu ensemble à la fin du film. Et en même temps, comme je te dis, il y a eu tellement de signes jusqu'au dernier jour. J'étais très amie avec Gaspard Ulliel. Et on passe devant Saint-Eustache le matin à 9h, le jour de la sortie du film. Et on passe devant Saint-Eustache pour aller acheter notre premier ticket avec Artus, on est tout excités et tout. Et je sens fort la présence de Gaspard, elle m'envahit comme ça. Je pense à lui et je lui dis, il y a Gaspard avec nous, là, on passe là devant, ça m'émeut vachement et tout. Puis je regarde sur Saint-Eustache, il y a une énorme affiche, je te jure que c'est vrai, on a pris la photo, c'était fou, avec écrit « Aujourd'hui, vous ferez plus de 100 000 entrées ». Putain, on regarde le truc avec Artus, on se dit, t'en parles, j'ai des frissons. On se dit, c'est con, putain, il est trop con, lui, pourquoi il nous dit ça et tout. Parce que faire 100 000 entrées un premier jour avec un film comme ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est injouable. Bon, on prend quand même la photo devant l'affiche, on se dit, bon, c'est jamais. On peut le réutiliser quand même. Puis on a fait 280 000 entrées ce jour-là. Donc voilà. Et ça, je te cite un truc parce que c'est le dernier gros. Mais en fait, des signes comme ça, on en a, mais. Alors, c'est peut-être que le hasard, c'est peut-être tout ce qu'on veut, le destin, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est que joli, en fait, ce film. Artus, comment ça se passe avec lui depuis? Toujours aussi bien? Franchement, on vit un truc tellement particulier que c'est ce qu'on s'est dit. Là, c'est ma famille pour la vie, en fait. Là, Et je crois que lui, c'était vraiment son souhait de créer... comme il pouvait voir même la bande à Fifi, comme il pouvait voir Pierre avec François Civil, avec Igor Gottesman, Pierre Ninet, pardon. Des bandes comme ça, de gens qui font des films ensemble, qui s'aiment, ça marche. Et, là, vous pensez votre petite bande va... Et voilà, c'est ce premier truc où il s'est dit, en fait, là, je crée ma famille et j'ai envie qu'on fasse nos films ensemble et on fera évidemment le prochain ensemble. Du coup, on a envie de continuer l'histoire avec Céline Groussard, avec Marc Rizzo, avec Clovis Cornillac, avec la bande. Tu sais qu'il y a une autre équipe. Tu parlais de Pierre Ninet et François Civil. Il y a aussi l'équipe plutôt pas d'acteurs, mais d'acteurs qui sont Nakache et Toledano. Qui ont aussi, avec le petit groupe, souvent fait la même chose. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se créer. Ouais, parce que, en fait, je crois que pareil, il y a un moment où faire ce métier, c'est génial. Faire ce métier avec des gens qu'on aime dans la joie, franchement, c'est au-delà du kiff. Donc, je parlais d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils trouvent un intérêt sociétal au cinéma. Chaque fois qu'ils ont fait leur film... et populaire en même temps. Toi, tu crois, encore une fois, tu nous expliquais tout à l'heure que tu as pu faire des films juste pour grailler, d'autres parce que tu y croyais plus. Toi, tu vois vraiment ce rôle sociétal du cinéma apporter quelque chose, raconter ou montrer du doigt des choses qu'il faut montrer du doigt, ou est-ce que c'est pas juste que les gens s'éclatent pendant 2 heures? Alors, il y a quelques mois, je t'aurais dit, je crois qu'on fait du divertissement surtout. Là, avec ce qui s'est passé avec ce film-là, de recevoir des centaines de messages d'associatifs qui me disent que les dons ont augmenté, des messages de gens dont les enfants ont été engagés, ont été pris dans des stages parce qu'ils ont vu le film, parce que là, on a reçu, ça y est, elle bosse dans la boulangerie à côté parce que le gamin du boulanger a vu un petit truc en plus, il a insisté auprès de son papa pour qu'il la prenne en stage et tout. Là, je me dis, là, franchement, le cinéma, ça peut faire du bien. Les gamins dans les cours d'école, ce qu'on me dit, il me faisait peur. Et puis maintenant, on joue avec lui. Maintenant, on l'a intégré. Sofiane, qui est dans le film, qui était sujet à beaucoup de rejets et tout ça. Et maintenant, les gamins viennent, le serrent dans les bras, font des selfies. Je crois que oui, en fait. L'art peut changer le monde. Il y a un autre moment qui a été important pour justement montrer cette différence qui n'est pas si différente. C'est une autre émission qui s'appelle Les Rencontres du Papotin. Les Rencontres du Papotin qui ont été, encore une fois, mettons en avant, puisque c'est France Télévisions qui a eu le courage, il faut le dire, et c'était Delphine Ernotte, de mettre ça à 20h30, un samedi par mois.
exceptionnelles. Et qu'est-ce que sont les rencontres du Papotin? Je te laisse peut-être faire le pitch. Alors, alors, il me semble que c'est que des jeunes avec un spectre autistique. Exactement. Qui invitent des personnalités pour les interviewer. Donc, il y a eu Emmanuel Macron. Et donc, ça va de Gilles Lelouch exactement, à Adèle. Et on a Stanislas Carmon qui fait partie des Papotins, qui est dans le film Un petit truc exactement. en plus. Ouais. Et donc, cette émission, c'était absolument génial. Et elle est incroyable. Il y a justement un psychologue qui présente, qui s'appelle Julien, qui est incroyable. Et il y a tout un tas d'éducateurs spécialisés qui sont autour et qui vont justement travailler là-dessus. Je connais bien cette émission que j'adore parce que mon épouse en est une des coproductrices. Donc je suis absolument fan de cette émission. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est des millions chaque mois, des millions de personnes qui écoutent et qui regardent cette émission. Et puis en plus, qui regardent pendant longtemps, parce que là, on m'a encore parlé de l'épisode avec Macron, là, il y a quelques jours. Et il le regarde après, et c'est de nouveau la manière de montrer que oui, le monde est différent. On parlait tout à l'heure de couleur de peau, on parlait de prénoms. Mais oui, bien sûr que nous sommes différents. Après, c'est vrai que dès que tu sors d'une norme, de toute façon, c'est compliqué. La société, elle a tendance à te mettre sur le côté, quoi. Et bon, là, c'est vrai, parce qu'en plus, ça se voit tout de suite que t'es différent. Donc voilà, parce que t'es en fauteuil, parce que tu marches bizarre. Mais regardez ce que ces gens vont vous apporter. Et surtout, moi, vraiment, ce qui m'a assez à quel point leur monde, quand même, en général, est bien plus vaste que le nôtre. Dernier mot pour toi, est-ce que tu as quelque chose ou je te pose pas une question, tu aurais quelque chose à ajouter, dire, quelque chose qu'on n'aurait pas passé? Non, je te remercie de m'avoir laissé la parole, ça faisait longtemps que j'avais pas autant parlé de moi. Ça y est, je peux plus me saquer, je vais aller parler d'autre chose. on va aller prendre un coup à côté, là. En tout cas, merci Alice d'avoir pris le temps, d'avoir fait cette pause avec moi. C'est cool. Merci. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.